Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la sécurité sociale. Voici une première liste de ces mesures dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. La liste en sera publiée dans les jours qui viennent. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. D'autres mesures seront annoncées demain. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais déjà ces décisions du gouvernement apparaissent évidemment comme un événement politique et économique majeur. Rien n'avait filtré de leur préparation, même si l'aggravation de la conjoncture en explique l'urgence. Je viens de lire ce mois-ci un bouquin étonnant, remarquable, qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier ». Certains le connaissent peut-être, et ceux qui ne le connaissent pas, j'en fais la pub, c'est vraiment à lire. Et si vous lisez ça, vous pouvez arrêter votre abonnement au soir à Libé et éventuellement à la télé. Et vous allez voir pourquoi. John Perkins il s'appelle lui-même « J'étais un assassin financier ». Et donc il a travaillé pour une firme qui officiellement vendait des programmes d'ingénierie et de construction un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde. Et il se présentait donc comme un économiste et il allait dans les pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine. Et voilà comment on lui présente son boulot quand il commence. Premièrement, je devais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Main, c'est la compagnie qui l'emploie, et d'autres compagnies américaines plus connues comme Bechtel, Halliburton, très active en Irak notamment, Stone Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il est chargé de persuader les dirigeants de pays pauvres d'Afrique et d'Amérique latine qui doivent absolument construire des énormes centrales électriques parce que leur pays va se développer et que ça leur rapportera et que donc avec ça ils pourront rembourser, qu'il faut aussi faire des routes, des aéroports, tout ce qui va avec, comme par hasard d'ailleurs tout ce qui aide à exporter les produits, les matières premières, les ressources de ce pays. Et donc il est chargé de leur vendre d'énormes travaux. Mais je dis énormes. Il donne beaucoup d'exemples sur une série de pays. Deuxièmement, dit-il, je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je ne me suis pas trompé, je relis. Je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je devais les mettre en faillite. Je devais les obliger à contracter une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous forme de bases militaires, de vote aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Et donc il donne toute une série d'exemples à propos d'une série de pays qui effectivement ont été volontairement mis en faillite pour les rendre dépendants et pouvoir continuer à les piller et à les utiliser. Ça, c'est donc ce qu'il appelle être un assassin financier. Et il dit, j'étais un parmi quelques centaines, et maintenant il y en a des milliers. Mais là, il a commencé sa carrière dans les années 60-70. Et il dit, maintenant il y en a des milliers, il y en a encore plus. Et il explique que l'aide n'était absolument pas une aide, mais un piège. Et sur la dette,
il dit ceci: notre empire global des États-Unis dépend largement du fait que le dollar est la principale monnaie internationale et que ce sont les États-Unis qui en impriment. Ainsi, nous prêtons de l'argent à des pays comme l'Équateur, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le rembourser. En fait, nous ne voulons pas qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est ce non-paiement qui nous procure une influence sur eux. Et il dit, voilà donc ça, la soi-disant aide, la soi-disant dette, en fait, ça veut dire qu'on leur fait un prêt pour qu'ils puissent acheter plein de trucs à des sociétés des États-Unis, de sorte que les États-Unis impriment des dollars qui ne quittent pas les États-Unis, et on appelle ça une aide au Sud. Et après, vous avez des générations et des générations qui sont obligées de se serrer la ceinture pour rembourser ça. Et il dit en plus, on oblige ces États à diminuer leur, comme je le disais au début, à diminuer leur budget de l'éducation, de la santé, à diminuer les salaires, à vendre leurs entreprises. Et donc, on les plonge absolument dans la catastrophe, dans la banqueroute, exprès. Et alors il dit, nous étions donc la première vague, les economic hitmen, les assassins financiers. Et il dit, parfois on ne réussissait pas. Parfois on échouait, parfois on tombait sur un dirigeant honnête ou qui voulait absolument défendre ses intérêts, ou quelqu'un qui préférait travailler avec une autre grande puissance. Et alors, dit-il, les deuxièmes qu'on envoyait dans ces pays, c'était ce qu'il appelle les chacals, c'est-à-dire les assassins tout court. Et donc vous avez eu dans les années 60, 70, 80, une série de dirigeants en Amérique latine, par exemple, Panama, Équateur, tout ça, qui avaient un programme très indépendant pour leur pays, qui voulaient résister aux multinationales, qui avaient des projets, et qui sont inexplicablement morts dans des accidents d'avions, d'hélicoptères, ou ceci ou cela. Et il explique que tout le monde dans sa profession sait très bien qu'ils ont été assassinés. Et il disait parfois les chacals ne réussissaient pas, et alors la troisième vague, c'est l'armée. Et donc c'est très important de voir la vision globale de la politique des États-Unis dans cette affaire-là. 1, les assassins financiers, 2, les assassins tout court, 3, l'armée. Et de bien voir la stratégie globale. En m'introduisant, on a signalé que mon tout premier bouquin, ça a été Attention médias, sur la première guerre contre l'Irak. Et je suis un peu tombé des nues, je n'avais pas travaillé sur la politique internationale et le Moyen-Orient, je faisais plutôt du journalisme sur les questions sociales en Belgique. Et donc je suis tombé des nues en découvrant à quel point on nous mentait dans cette guerre en Irak. Et maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis, je vois que j'étais encore bien naïf il y a 20 ans quand j'ai décrit la guerre en Irak, et que d'ailleurs Perkins m'a appris toute une série de choses absolument étonnantes sur la guerre contre l'Irak. Et il dit par exemple qu'en Irak, Saddam Hussein, on avait envoyé des assassins financiers et des assassins tout court en Irak pendant des années et des années, et que c'est parce qu'ils ont échoué qu'on a envoyé l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même, il raconte, c'est assez au jour le jour, comme c'est un journal, il raconte, et alors un jour il dit que il lit la presse des États-Unis du matin, et la guerre en Irak vient de commencer, et il dit voilà, ces articles ne contenaient rien qui pût indiquer que ce qui arrivait à l'Irak en 2003 était la continuation d'une honteuse histoire. Qu'en fait la guerre, ça c'est quelque chose que je dis souvent, la guerre est la continuation de la politique, d'accord, mais surtout de l'économie. La guerre, c'est la continuation de l'économie. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars.
Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « Wow, c'était facile et bon marché ». Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Lorsqu'Arbenz est devenu président du Guatemala, le pays était sous l'attelage de la société United Fruit, la grande corporation internationale. Et Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple ». Et une fois au pouvoir, il mit en place une politique qui aurait réalisé exactement cela, redonner au peuple les droits sur la terre. United Fruit n'ont pas vraiment apprécié. Alors ils embauchèrent une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis qu'Arbenz était un pantin soviétique et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yameroldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, 2 témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yameroldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre, et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique. C'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici.
J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamé Roldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain. Mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Yamé Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils l'assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie Saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, ils seraient encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait et tout ce qu'il voulait. Mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détiennent des sociétés en bâtiment.
de grosses. Donc, l'Irak montre les 3 étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Il n'y a pas de guerre humanitaire, jamais. Toute guerre est économique ou stratégique. Stratégique veut dire pour contrôler une région qui économiquement est intéressante. Donc fondamentalement, toute guerre est économique. Et ce qui est important aussi quand on parle de guerre, c'est de ne pas s'en tenir à la définition classique où les États-Unis, la France ou des pays comme ça interviennent, bombardent, éventuellement débarquent, etc. La guerre classique. Il est très important de voir que tout aussi fréquentes, plus peut-être, sont les guerres indirectes. C'est-à-dire que les États-Unis font la guerre, on appelle ça en anglais par proxys, par intermédiaire, et donc ils font la guerre par pion interposé, ils font se battre les gens entre eux. Ça c'est moins visible, moins cher, en cas de problème on peut dire c'est pas moi. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des guerres que nous avons eues depuis 25 ans on va dire, elles confirment qu'on est toujours dans une guerre économique, une guerre pour la recolonisation du monde, une guerre pour le contrôle des ressources et finalement une guerre pour la domination mondiale. Après 14 années passées à l'Élysée, quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue. Une guerre permanente. Sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort. Il a fait ses confidences à Georges-Marc Benamou, journaliste au Nouvel Observateur à l'époque, et ça a été publié dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, chez Plomb, qui a été publié en janvier 1997. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Oui, parce que nous sommes dans une guerre du 3e millénaire. On est dans une guerre qui est beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus sournoise que les guerres de jadis. Nous sommes avec une monnaie d'occupation. Nous avons des politiques qui nous sont imposées par des gens non élus de l'étranger. Nous avons une politique internationale, une politique militaire, j'en parlais tout à l'heure, d'agression, une politique, j'allais dire, de guerre néocoloniale qui nous sont imposées par l'étranger. Nous avons une politique de démantèlement des acquis sociaux des Français qui nous est imposée par une oligarchie étrangère.